Alors, bonjour, bienvenue à notre webinaire sur les vêtements de soudeur ou le titre exact, quand les vêtements deviennent des équipements de protection. Donc, pour vous faire une petite mise en contexte là, pour la présentation de ce webinaire-là, il y a eu depuis quelques années, répertoriés par la CNESST, plusieurs accidents d'embrasement de vêtements. Et donc, il y avait un comité qui a été mis sur pied par la CNESST pour étudier un peu cette problématique-là. Et suite à ça, il y a des guides qui sont parus là, sur les vêtements de protection pour les soudeurs. Donc, on va faire le tour un peu aujourd'hui avec les conférencières. Alors, je vais commencer par me présenter. Patricia Vega, je suis ingénieure coordonnatrice pour l'équipe opérationnelle de la SFET. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les associations sectorielles, nous sommes des organismes paritaires de prévention et on couvre des secteurs particuliers là, au Québec. Donc, nous, la SFET, on couvre tous les fabricants d'équipements de transport et de machines. Et Caroline va se présenter tout à l'heure, mais Multiprévention couvre aussi différents secteurs. Donc, il y en existe 9 présentement au Québec. Donc, plusieurs entreprises là, parmi vous bénéficient de nos services de prévention. Donc, strictement, là, on couvre assez large, mais on fait strictement de la prévention. Donc, tout ce qui est assistance technique, formation, information, recherche documentaire sur différents volets de la santé-sécurité. Aujourd'hui, je vais être accompagnée de 2 collaboratrices, donc Caroline Godin de Multiprévention. Caroline, je vais te laisser te présenter. Oui, bonjour tout le monde. Alors, voilà, je me nomme Caroline Godin et puis, c'est ça, je travaille pour Multiprévention, en fait, depuis 1996. Là-bas, mon rôle est de conseillère technique, en fait. Donc, pour Multiprévention, on couvre différents secteurs d'activité, tels que la fabrication de métal, la fabrication des produits électriques et électroniques, le secteur de l'imprimerie, l'habillement et les textiles. Alors, j'interviens pour Multiprévention sur la ventilation, la sécurité des cabines à peinture, la sécurité des dépoussiéreurs, évidemment le soudage et, entre autres, les vêtements. Merci, Caroline. On est accompagné aujourd'hui aussi de Fatim Diallo, qui travaille pour la CNESST. Alors, Fatim, je vais te laisser te présenter. Merci, Patricia. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Donc, mon nom est Fatim Diallo, je suis ingénieure, puis je travaille comme conseillère en prévention-inspection à la CNESST. Je m'occupe de différents dossiers, puis notamment, je suis responsable du dossier concernant les vêtements de protection lors de travaux de soudage. Merci, Fatim. Alors, vous allez voir, on va se renvoyer la balle là, pendant la présentation. Quelques petits mots sur le déroulement de la présentation. Donc, on a prévu 1 heure, à peu près 45 minutes de présentation comme telle, une période de questions à la fin. Donc, je vous inviterai à poser vos questions dans le questions-réponses que vous avez en bas, là, si vous promenez votre souris, ou le Q&A pour ceux qui sont en Zoom en anglais. Donc, c'est la même chose, on va prendre vos questions là. Ensuite de ça, on ne gérera pas le chat là, parce qu'on veut juste se concentrer à une place, avoir toutes les questions à la même place. On va l'en prendre, comme je disais, à la fin. Si jamais on n'a pas le temps, ces questions-là vont demeurer pour nous dans le Zoom webinaire, donc on va pouvoir vous faire un suivi par après. Vous aurez remarqué que le webinaire, il est enregistré, donc vous avez eu une notice. On ne vous voit pas, bien sûr, donc ce qu'on voit, c'est les présentatrices, mais surtout le contenu, c'est ce qui est important. Vous n'aurez pas copie du PowerPoint, mais la présentation va être disponible sur le site web de nos 2 ASP prochainement. Laissez-nous un peu de temps là, pour faire le montage. Ensuite de ça, tout au long de la présentation, on vous a mis des petites questions sondages, là, histoire de tester vos connaissances sur les vêtements de protection. Donc, pour répondre, vous allez avoir un pop-up qui va apparaître dans votre écran. Vous cliquez le choix de réponse, des choix assez simples. Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Les résultats s'affichent, on en discute. Et après ça, si la fenêtre ne se ferme pas tout seul, vous pouvez simplement cliquer. Il devrait avoir un petit X là, dans un des coins qui vous permettra de fermer la fenêtre, mais la présentation comme telle va continuer. Je pense que ça fait le tour pour ça. Juste vous mentionner qu'on va parler de guide pendant la présentation. C'est pour ça qu'on ne vous donne pas le copie des PowerPoint parce qu'il y a beaucoup d'informations qui viennent des guides de toute façon. Fait que vous allez avoir toute l'information là qui est disponible par après. Donc, je pense que ça fait le tour pour nos présentations. Juste vous faire un petit rappel, je sais qu'il y a eu des conférences de presse qui ont annoncé un allègement des mesures de distanciation et tout
pour la COVID, ce n'est pas encore en application. Je sais qu'on est à distance, mais peut-être que certains d'entre vous suivez la conférence dans une salle à plusieurs. Donc, les mesures continuent de s'appliquer. Port du masque, distanciation de 2 mètres. Ça fait partie des vêtements, des équipements de protection. C'est ça ce dont on parle aujourd'hui, spécifique pour le soudage. Mais il y en a pour la COVID aussi, malheureusement. On continue. Avez-vous acheté des vêtements de protection pour vous ou pour vos soudeurs au cours de la dernière année? Donc, je vous laisse réfléchir à ça. Simplement cliquez « Oui »,« Non, je ne sais pas ». Je vous laisse quelques secondes encore pour répondre. Très bon taux de participation, merci. On a 179 participants. Donc, il y a 6 présentement. On a plusieurs réponses. Donc, je vais fermer le sondage et partager les résultats. Alors, vous voyez que c'est quand même c'est presque moitié-moitié dans les achats. Donc, ceux qui ont acheté, j'espère que vous avez fait un bon choix dans vos achats. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et ceux qui n'ont pas encore acheté les vêtements, vous allez avoir l'information à la fin du webinaire, tout au long du webinaire, pour faire un choix là, avisé au niveau des vêtements de protection. Excellent pour le sondage. Donc, ça vous a fait une petite pratique en même temps du fonctionnement du sondage. Donc, la question auquel on va essayer de répondre, c'est quoi les vêtements de protection pour le soudeur? Et pour pouvoir répondre adéquatement à ça, il faut se poser en premier lieu, c'est quoi les risques? À quel risque est exposé le soudeur? Puis ça va me dire comment je vais le protéger. Donc, je vais lancer la première question à Caroline, voir c'est quoi les risques du métier de soudeur? Ben, c'est ça, au niveau du soudage, il y a beaucoup de risques, hein, on le sait comme tel. Donc, un des risques particuliers, c'est évidemment les flammes d'un procédé oxycoupage, par exemple. On peut avoir aussi les étincelles qui vont aller d'un bord et de l'autre lorsqu'on a un procédé de coupe ou encore un procédé de soudage au MIG, au TIG, peu importe. On a aussi les particules de métal en fusion qui vont être projetées. On a les objets chauds. On vient de souder. Évidemment, la soudure peut demeurer chaude pendant un certain temps. Si on continue, on a aussi la chaleur qui est dégagée par le procédé en tant que tel. Il y a aussi des rayonnements ultraviolets. Hein, il ne faut pas les oublier. Ceux-là, tous les procédés, dans le fond, à l'arc électrique vont évidemment générer un certain rayonnement comme tel. Et évidemment, on peut aussi avoir des parties comme le fil qui sort effectivement de mon pistolet. Ça, c'est une partie sous tension. Donc, s'il y a un problème électrique à quelque part, on peut avoir quand même un risque d'électrisation aussi. Il ne faut pas oublier non plus la possibilité d'y avoir des poussières combustibles, comme par exemple si je suis en train de polir une pièce d'aluminium. On sait que l'aluminium est une poussière qui pourrait être combustible lorsqu'elle est très fine comme telle. Donc, le polissage, si j'en ai sur moi, je deviens un peu comme une espèce de torche humaine aussi, s'il y avait évidemment une possibilité d'accumulation assez grande et que j'ai des étincelles qui vont sur moi et qui puissent allumer ce petit nuage-là. Donc, c'est une autre possibilité. Donc, ça fait plusieurs risques à gérer. Donc, je faisais le lien au début avec l'embrasement des vêtements, on voit qu'il y a quand même plusieurs sources possibles d'inflammation, plusieurs sources possibles de contamination aussi du vêtement. Donc, quels seraient les moyens de prévention à mettre en place, Caroline? C'est ça. En fait, il y en a quelques-uns, mais la première chose qu'on voudrait bien voir, c'est évidemment l'élimination à la source. Par contre, ce n'est pas toujours possible, on peut bien s'en rendre compte. Parfois, ça peut arriver qu'on puisse remplacer un procédé de soudage par du rivetage, tout simplement, mais ce n'est pas dans tous les cas, évidemment. De la substitution, qu'est-ce qu'on peut faire en soudage pour faire de la substitution? Évidemment, si on a un procédé, par exemple, MIG ordinaire, on pourrait ultimement le remplacer par un MIG pulsé. Et ça fait moins de projection, puis en plus de ça, un peu moins de fumée de soudage aussi. Mais si on reste dans le contexte du vêtement, évidemment, moins d'étincelles, moins de risques. Ça peut aider, mais ça ne l'empêche pas complètement, c'est clair. Ensuite, il y a les moyens, les contrôles techniques. Le contrôle technique, on peut parler de quoi? On peut parler peut-être des écrans. Donc, à ce niveau-là, les écrans, évidemment, j'ai besoin d'un écran qui va être incombustible, qui va pouvoir me protéger contre le rayonnement aussi. Ça prend évidemment des approbations, là. Il y a différentes approbations qu'on peut avoir, comme l'American Welding Society,
2.3 M. C'est une des approbations, entre autres, qu'on peut avoir, mais la plupart des écrans qu'on peut retrouver sur le marché, habituellement, sont approuvés. L'autre chose aussi qu'il faut remarquer, c'est qu'on laisse toujours un petit peu d'espace dans le bas, dans le haut, simplement pour ventiler un petit peu l'espace de travail comme tel. Donc, les écrans, c'est une façon de nous protéger, mais ce n'est pas la panacée. On ne peut pas en mettre non plus partout. Donc, des fois, on peut se poser les questions, est-ce que je peux imposer une certaine distance de sécurité? Comme si on prend, par exemple, les professeurs de soudage avec leurs étudiants, est-ce qu'on peut penser qu'on peut avoir une certaine distance pour faire en sorte que le professeur, lorsqu'il a besoin de s'approcher, ne serait pas trop proche? C'est une question. Je vous la lance tout simplement, donc je n'ai pas de réponse pour ça. C'est à chaque organisme, évidemment, à prendre ses responsabilités et mettre les mesures en place. Mais je le nomme quand même. Et en dernier lieu, évidemment, on a les vêtements de protection. Donc, c'est évidemment côté efficacité, on veut toujours éliminer le risque à la base, mais on n'est pas toujours capable. Donc, de cette façon-là, on utilise un vêtement de protection et on se protège comme tel. Donc, petite question quiz pour vous. Caroline mentionnait qu'on peut mettre des écrans, on peut assurer une certaine distance. Donc, ça serait quoi la distance que pourraient atteindre les projections en soudage, là, tout procédé confondu, là, si le soudeur était situé à une distance de 2,5 mètres de hauteur ou 8 pieds, là, selon ce qui vous parle le plus? Donc, c'est important de connaître un peu le chemin des projections parce que c'est ça qui va gérer où on met les écrans, à quelle distance on éloigne les non-soudeurs des soudeurs. Donc, je vois que ça rentre quand même assez bien. C'est le 6 mètres qui est en tête. Donc, je vais arrêter le sondage pour vous montrer ça. Ça rentre encore, attend quelques minutes. Excellent. On va partager les résultats. Alors, Caroline, comme on peut le voir, il y a une majorité qui a répondu 6 mètres, mais c'est quand même suivi là, pour le 10 mètres. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Effectivement, la réponse, c'est la bonne réponse, c'est le B, donc le 20 pieds. Donc là-dessus, voilà, j'ai un petit dessin qui l'illustre un peu mieux comme tel, donc je le fais apparaître à l'écran. Donc on voit lorsqu'on est à 2,5 mètres de hauteur ou le 8 pieds, donc les étincelles, si on suit la petite ligne bleue pointillée, mais ça peut aller jusqu'à 20 pieds de distance. Donc si on est à 5 mètres, là, plus on est haut et plus ça peut aller loin. Là, ça pourrait aller jusqu'à 26 pieds de distance. Et puis, si on est rendu à 23 pieds dans les airs, là, la petite étincelle, elle peut aller jusqu'à 33 pieds de distance. Donc, on peut voir que quand même, lorsqu'on monte dans les airs, disons pour faire du soudage en hauteur, plus ça va aller des distances un peu loin comme tel. Si on pense aussi encore en hauteur, il faut dire que jusqu'à 66 pieds, ce qui est quand même relativement haut, mon étincelle a quand même assez d'énergie pour mettre un combustible, là, pour allumer un combustible à cette distance-là. Donc, voilà une des raisons, entre autres, pourquoi il faut se protéger avec des bons vêtements de soudage. Donc, on a vu avec la hiérarchie là, que quand vient le temps de mettre des écrans, donc, c'est sûr qu'on préfère mettre des écrans que de faire porter des équipements de protection personnelle, mais dans beaucoup de cas, on n'aura pas le choix parce que la zone où on mettrait des écrans, elle est très grande. La distance que les particules peuvent se promener, elle est très grande aussi. Donc, de dire j'éloigne tout le monde des procédés de soudage. Tu mentionnais les professeurs, ça peut être la même chose pour les superviseurs, pour les assembleurs qui sont dans la zone de soudage. Ça commence à couvrir une grande zone. Donc dès qu'on se rapproche dans la zone de risque, avec les risques que tu as mentionnés, là, on se rapproche du vêtement de protection pour gérer le risque. Donc, si on parle plus spécifiquement de la protection que le vêtement peut offrir ou devrait offrir, qu'est-ce que ça serait? C'est ça. Au niveau de la protection comme telle, évidemment, j'en ai plusieurs. Je ne veux pas que mon vêtement puisse s'embraser sous l'effet des flammes, des étincelles, des gouttelettes de métal en fusion. Ça, c'est bien, bien clair. Puis, je ne veux pas non plus qu'il puisse se percer facilement. Je ne veux pas avoir des trous ultimement dans mon chandail ou dans mon vêtement de travail comme tel. Une autre chose non plus, je ne veux pas avoir des infiltrations
de bouts d'étincelles comme ça qui vont rentrer à l'intérieur et qui vont pouvoir me brûler comme tel au niveau de la peau. Avant de continuer, je voudrais juste faire une petite parenthèse. Tantôt, Patricia a parlé de guide. Je vous en montre un à l'écran. Puis, il y a un numéro en haut, le CNESST, le DC200-1001. Donc, si vous tapez ça dans Google, vous allez tomber directement sur le guide comme tel. Et ce guide-là, il y en a deux en fait, je vais vous en présenter un autre tantôt. Ce guide-là, il est expressément fait pour les travailleurs, tandis que l'autre est un peu plus complet là, au niveau de l'information, mais ça, ils sont vraiment très bien faits en passant comme tel. Si je continue, toujours dans les protections qu'on doit avoir, bien, on veut évidemment se protéger contre les objets chauds, contre la chaleur du procédé, les rayonnements ultraviolets et le contact bref aussi d'une partie qui serait sous tension, comme l'électrode comme tel. Donc, ça, c'est le deuxième guide, donc le CNESST DC200-995-1. Encore une fois, vous tapez ça dans Google et vous allez tomber directement dessus. Donc, ce guide-là reprend toute l'information, en fait, de la séance actuelle, de la webconférence. Et puis, dans le fond, vous donne toutes les informations là, nécessaires là, pour mieux faire le choix au niveau des vêtements, puis vous informer à ce niveau-là. Alors, ce guide-là est un peu plus complet, je vous dirais. Il est plus comme pour les gens qui vont devoir acheter peut-être les vêtements. Donc, voilà. Merci. Donc, on voit qu'il y a quand même plusieurs risques qu'on vise à contrôler avec le vêtement. Fatim, je vais te poser une question très, très pointue. Pourquoi le vêtement de protection, il est obligatoire? C'est une très bonne question, mais comme vous le savez probablement tous, vous qui êtes présents à ce webinaire, dans les milieux de travail, ce qui s'applique, c'est la loi sur la santé et la sécurité du travail. Donc, cette loi-là, elle contient toutes les exigences qui s'appliquent tant aux employeurs et aux travailleurs. Lorsqu'on y regarde bien dans cette loi-là, on a un article, qui est l'article 51, qui concerne spécifiquement les exigences qui s'appliquent aux employeurs. Il y a deux paragraphes de cet article-là qui sont d'intérêt pour nous dans le cadre de ce webinaire. Donc, on a le paragraphe 5 qui va parler des obligations de l'employeur d'identifier, de contrôler et d'éliminer les risques pour la santé et la sécurité du travailleur. On a également l'article 51.11 qui parle plus des équipements de protection individuelle. Donc, il dit qu'il faut fournir aux travailleurs des équipements de protection qui sont appropriés à la nature de la tâche qu'ils effectuent. Donc, comme je mentionne, la loi est d'ordre général et s'applique à tous les milieux de travail. Puis de cette loi-là découlent plusieurs règlements. On a notamment le règlement sur la santé et la sécurité du travail. Donc, ce règlement-là, il s'applique à des établissements. Donc, on parle d'établissements, on parle d'entreprises, par exemple, des entreprises de fabrication de pièces de métal ou autres types de pièces. Donc, dans ces endroits-là, c'est le règlement qui s'applique. Puis, ce règlement, il est beaucoup plus spécifique. Puis, on a un article qui est l'article 345 dans ce règlement-là qui va parler des équipements de protection individuelle, donc d'équipements pour les autres parties du corps. Là, si on ne parle pas de casque ni de chaussures de protection, il dit spécifiquement, il dit que le port d'un équipement de protection qui est approprié à la nature du travail est obligatoire lorsque le travailleur est exposé à des risques comme des objets brûlants et des éclaboussures de métal en fusion. Donc, on parle vraiment de risques, comme Caroline l'a mentionné, qui sont présents lorsqu'on effectue des travaux de soudage. C'est la raison pour laquelle le vêtement de protection est obligatoire là, quand on effectue ce type de travaux. Merci. Donc, on va chercher à avoir un vêtement là, approprié au travail. Qui peut approuver les vêtements de protection, en particulier les vêtements pour les soudeurs? Choix de réponse, vous ne pouvez qu'en choisir une parmi les organismes suivants, donc la CNESST, la CSA, donc le Canadian Standard Association, ou l'Association canadienne de normalisation, la CNAR, NFPA, le National Fire Protection Association, donc qui est un organisme américain un peu semblable à la CSA. Ensuite, j'ai mon employeur, bien sûr, l'employeur, c'est lui qui approuve les vêtements de protection, le CSS, mon comité santé et sécurité, ou aucune de ces réponses. Donc, je vous laisse quelques minutes pour répondre. Ça rentre. Présentement, c'est le CSA qui est en tête. Le CSA, un organisme que la majorité, on connaît, là, qui publie des normes
sur toutes sortes de choses, dont des normes en santé-sécurité. Donc, quelques secondes encore pour répondre. On voit quand même que la CNESST, NFPA, l'employeur, le CSS est mis à contribution, mais c'est nettement CSA là, qui domine. Je termine le sondage, on va partager les résultats. Alors, vous voyez qu'effectivement, CSA se démarque particulièrement. Alors, mais qu'en est-il pour vrai? Est-ce que la majorité ont eu la bonne réponse? Caroline? C'est facile. Oui, c'est ça, je vais répondre. Oui, exact. Dans ce cas-ci, là, pour les vêtements de protection, pour le soudage dont on parle aujourd'hui, la majorité a tort dans ce cas-ci. La bonne réponse serait aucune de ces réponses dans ce cas-ci. Dans le fond, la CNESST n'approuve pas de vêtements de protection. Là. On n'approuve pas non plus d'autres équipements de protection, quels qu'ils soient. Le rôle de la CNESST, c'est plus de s'assurer du respect des obligations là, en matière de santé et sécurité au travail auprès des employeurs et des travailleurs. La CSA, effectivement, c'est un organisme de normalisation canadien, puis la NFPA, c'est américain. De leur côté, élabore plein de normes sur différents sujets. Mais pour aujourd'hui, pour les vêtements de protection pour le soudage dont on parle, ces organismes-là ne les approuvent pas. Puis l'employeur aussi, il y a des obligations bien claires dans la loi. Le CSS aussi, dans ses fonctions, c'est établi par la loi, mais l'approbation des vêtements de protection n'en font pas partie. Donc, pour l'approbation des vêtements de protection pour le soudage, dans ce cas-ci, ça va être des organismes d'accréditation qui sont indépendants, qui, eux, vont s'assurer que les vêtements qui sont fabriqués répondent à des prescriptions claires, des prescriptions qui vont être indiquées dans certaines normes. Alors, pour le soudage en tant que tel, ce qu'on veut, Caroline, je vais te laisser passer à la suivante. Exactement. Donc, on va parler d'un vêtement qui est approprié là, pour la tâche de soudage, puis on considère que ce vêtement-là, c'est un vêtement qui va être conforme à la norme ISO 11611, l'édition de 2015. Donc, ISO, c'est une organisation internationale de normalisation. Cette norme-là, elle s'intitule « Vêtements de protection utilisés pendant le soudage et les techniques connexes ». Puisqu'elle vient faire cette norme-là, elle vient donner des prescriptions claires pour les fabricants, donc pour leur permettre de concevoir des vêtements qui vont assurer la protection contre les risques qu'on retrouve lors de travaux de soudage. Puis elle contient également des instructions que le fabricant doit donner à l'utilisateur, donc instructions en termes d'entretien pour s'assurer qu'au fil du temps, avec les nettoyages, le lavage, le vêtement, il continue à offrir la protection pour laquelle il est conçu. Donc, on parlait tantôt des organismes qui les approuvent. Bien, au Québec, on en a un, puis on va vous en parler là, dans les prochaines acétates. Mais ce qu'on veut, c'est que le vêtement soit conforme à la norme ISO 11611, puis l'édition de 2015. Donc, la notion de vêtement approprié, elle est très importante. Hein? Ce que la réglementation demande, c'est d'avoir un vêtement approprié à la tâche, donc un vêtement qui va être adéquat pour protéger contre les risques. On a parlé de plusieurs risques. On ne veut pas que les étincelles percent le vêtement, qu'elles embrasent le vêtement ou les poussières qu'il pourrait avoir sur le vêtement. On ne veut pas que la chaleur radiante passe au travers du vêtement. Donc, il y a quand même plusieurs risques à gérer là, avec le vêtement. Donc, Caroline, qu'est-ce que la norme exige plus spécifiquement? C'est ça, au niveau des exigences comme telles, il y a différentes exigences, donc, par exemple, pour les tissus. Donc, pour les tissus, il y a à peu près 6 différents tests que la norme exige. Je vais vous nommer juste quelques-uns là, comme tel. Bien, il y en a un, c'est la résistance au déchirement. Donc, pour que le vêtement puisse durer plus longtemps, bien, on fait des tests là-dessus. Un autre, c'est sur la variation dimensionnelle. Donc, quand je le lave, je ne veux pas qu'il se rapetisse comme tel. Donc, ça, c'est un autre critère. Il y a un impact des projections. Donc, on fait tomber un certain nombre de gouttelettes. Donc, pour savoir si, à travers le vêtement, la chaleur va irradier vers le corps ou non. Donc, là, il y a des exigences à ce niveau-là. Il y a des exigences aussi sur la résistance électrique du vêtement, puis il y en a d'autres là, comme tel. Donc, il y a plusieurs exigences que cette norme-là va demander. Il y a des exigences aussi au niveau de la confection du vêtement. J'ai quelques petits diapositives là-dessus, ça fait que je vais vous les montrer tantôt, et sur l'entretien. Donc, petite question quiz pour vous, très pointue cette fois-ci. Donc, quelle classe de vêtements est requise pour le procédé MIG?
Donc, la classe 1, la classe 2, la classe 1 ou 2, ou je ne sais pas. Vous devinez qu'il y a 2 classes qui sont mentionnées dans la norme. Alors, on vous donne le choix de une ou l'autre. Faites-vous-en pas si vous ne savez pas, parce que je vois que plusieurs personnes, on est vraiment rendu dans le très, très pointu, donc plusieurs personnes ne savent pas. On est là pour ça. C'est pour ça qu'on vous pose la question. Donc, les réponses rentrent tranquillement, mais bon, on pourrait arrêter le sondage et vous partager les résultats. Et vous allez voir que, bon, c'est assez partagé entre la classe 1 et 2 ou 1 et 2. Et dans le « je ne sais pas », bien, la moitié des gens sont là. Donc, Caroline va être là pour nous éclairer sur les classes 1 et 2. C'est ça. Ben, je suis contente de voir qu'il y a plusieurs personnes qui ne savent pas, parce qu'enfin, on va pouvoir en parler un peu. Hein? Ben, c'est ça. Donc, en fait, ce qu'on va apprendre tout à l'heure, c'est que dans le fond, il y a 2 classes, mais ça aurait pu être le classe 1 ou le classe 2. Donc, on va les expliquer, ces classes-là. Donc, on sait que le classe 1, en fait, c'est pour un procédé de soudage qui va générer, en fait, moins d'étincelles, moins de projections, moins de métal en fusion, puis moins de chaleur radiante. Donc, un exemple de ces procédés-là, ça peut être le soudage oxycoupage, par exemple. Le oxygaz, je m'excuse. Ça peut être aussi du soudage à l'arc avec gaz, donc qu'on appelle communément dans le jargon le TIG, donc le GTAW. Donc ça se fait avec une électrode de tungstène. Ce sont des procédés qui habituellement vont générer moins de fumée, très peu d'étincelles comme telles. Donc, on utilise un classe 1 pour ce genre de procédé-là. Le soudage plasma, la même chose. Le soudage par résistance aussi. Le brasage tendre aussi. Là, je fais apparaître un petit tableau. Vous savez, les guides, on les a travaillés dans les années peut-être 2018. Donc, ça fait un bout de temps hein, comme tel, mais en 2019, la norme Règles de sécurité en soudage, coupage et procédés connexes a mis certaines informations au niveau des classes de procédés de soudage pour que ce soit un peu plus clair comme tel par rapport à la norme ISO 11611. Parce que les procédés qu'on connaît bien couramment dans l'industrie, comme du MIG, du MCAW, le Metal Core qu'on appelle, ou encore le Flux Core, ce sont 3 procédés qu'on rencontre régulièrement en industrie. Puis là, on se pose la question, dans quelle classe ça devrait être comme tel? Bien là, il y a des informations dans le tableau 8 de la norme. Et puis, pour le classe 1, tous ces procédés-là, le GMAW, le MCAW, le FCAW, lorsque l'ampérage est inférieur à 160 ampères, hop, on peut utiliser un classe 1 parce que le risque le définit tout simplement. La même chose avec le soudage avec l'électrode enrobée, donc le SMAW, donc un procédé plus manuel comme tel. Donc, lorsqu'on achète des électrodes, évidemment, il y a le E au niveau, la première lettre là, comme telle pour le choix des électrodes, puis après ça, il y a 3 chiffres, puis un dernier chiffre. Lorsque le dernier chiffre du choix de l'électrode est un 2, un 3, un 4 ou un 7, là aussi, ça justifie d'utiliser un classe 1 au niveau des tissus pour les vêtements de protection. Donc ça vient mettre là, beaucoup de détails qu'on n'avait pas auparavant lorsqu'on avait écrit les guides. Ultimement, ces guides-là vont être révisés, mais pour le moment, on ne voit pas cette information-là. Donc, c'est le fun que vous assistiez à la webconférence. De cette façon-là, vous le savez. Aussi, le classe 1 pourrait convenir à un procédé de meulage, par exemple, le ponçage, donc le polissage. Donc, tous ces procédés-là, qui sont des procédés connexes au soudage, en fait, pourraient utiliser un classe 1 au niveau des vêtements de protection. Il y a le classe 2. Le classe 2, évidemment, c'est pour des procédés qui vont générer beaucoup plus de chaleur, qui vont faire beaucoup plus d'étincelles, beaucoup plus de rayonnement comme tel. Donc, il faut que le tissu soit un peu plus fort jusqu'à un certain point. Donc, dans ces procédés-là, on peut remarquer le gougeage, comme par exemple le coupage plasma, ça peut être l'oxycoupage, ça peut être un procédé d'arcaire, et on pourrait continuer comme ça avec notre GMAW, donc le MIG, hein, qu'on connaît encore, le MCAW, donc le Metal Core, ou encore le Flux Core, le FCAW.
Le SMAW, la même chose, on peut le retrouver dans la catégorie des classes 2. À ce moment-là, vous le voyez à l'écran, dans mon petit encadré, dans le fond, le classe 2 va s'appuyer sur un ampérage de plus grand que 160 ampères. Donc, si j'ai ces procédés-là, je ne me casse pas la tête, absolument. 160 ampères et plus, je passe aux classes 2 tout simplement. Pour le SMAW, donc le procédé d'électrode enrobée comme tel, là, il faut que ça finisse les choix d'électrodes par soit un 0, 1, 5, 6 ou 8. Et là, à ce moment-là, on n'a pas le choix. Au niveau du choix du vêtement, il faut aller avec un tissu de classe 2. OK? Donc, voilà. Il faut dire aussi que la classe 2 pourrait être appropriée lorsqu'on va faire du soudage en espace clos. Ça, c'est un point. Ou encore une position plafond, parce qu'on sait qu'en position plafond, bien, les étincelles vont vraiment aller beaucoup sur le travailleur comme tel. Donc, le vêtement doit être encore plus performant comme tel. Alors, voilà. Donc, on voit, c'est une information intéressante qui a été rajoutée dans la norme parce que ça nous permet de gérer, non seulement on a parlé des écrans avec la distance, tout ça, mais avec l'ampérage, ça nous donne des balises aussi pour choisir vraiment plus précisément notre tissu, classe 1, classe 2. Donc, ça, c'est le premier volet, c'est le tissu. Mais la norme ISO mentionne 3 volets, donc le tissu, la confection. Une fois que j'ai le tissu, encore faut-il que je l'assemble et que je l'entretienne. Donc, quelles seraient les prescriptions au niveau de la confection comme telle du vêtement? Caroline. Oui. Au niveau de la confection, bien, il y a différentes choses qu'on peut dire. Dans le fond, le col, on veut que ça soit quand même relativement haut, ou encore si c'est avec un bouton, le bouton doit être attaché lorsqu'on va porter le vêtement comme tel. Donc, on ne veut tout simplement pas que les étincelles puissent s'insérer à l'intérieur de cette ouverture-là. C'est pour ça que ça remonte un petit peu plus haut. Ensuite de ça, il y a évidemment au niveau des poignets, ça doit être bien fermé pour, encore une fois, pour prévenir l'introduction des étincelles à l'intérieur du vêtement de protection. Il y a des prescriptions aussi au niveau des poches. Donc, il y a comme une espèce de rabat qui vient par-dessus les poches, peu importe l'endroit où ils sont situés. Des fois, on peut en avoir sur la veste, mais on peut en avoir aussi sur le pantalon comme tel. Et si j'ai des poches de côté, sur le côté du vêtement, bien, il y a un angle d'à peu près maximum 30 degrés qui est permis. Donc, encore une fois, pour éviter l'introduction des étincelles à l'intérieur même du vêtement. Et puis, si j'ai des fermetures éclairs, bien, elles sont protégées. Il y a comme une espèce de rabat qui vient par-dessus pour éviter toute électrisation lorsque je vais m'accoter, mettons, à côté sur une pièce qui aurait pu avoir pris une tension quelconque comme telle. Donc, je vais avoir une petite question au sondage pour vous. Avez-vous lu l'étiquette de votre vêtement de protection? Donc, au début, on voyait qu'il y a quand même une moitié de nos participants qui ont acheté des vêtements de protection pour les soudeurs. L'autre moitié, mais je vous invite à vous projeter les derniers vêtements de protection que vous avez achetés. Est-ce que vous avez lu cette étiquette-là? Gênez-vous pas pour être honnête. On ne sait pas qui répond oui et non. Donc, je vous laisse quelques minutes. C'est assez partagé quand même jusqu'à date. Donc, vous devinez que si on vous pose la question, c'est parce qu'il y a peut-être des informations importantes sur cette étiquette-là. Alors, donc, je vais arrêter le sondage. Très partagé. Donc, une majorité n'ont pas lu l'étiquette, mais il y en a quand même presque la moitié qui l'ont lu. Donc, c'est intéressant. Caroline, qu'est-ce qu'on retrouve sur l'étiquette du vêtement de protection pour les soudeurs? C'est ça. En fait, il y a plusieurs informations qu'on peut retrouver sur l'étiquette. J'ai juste le sondage qui vient de m'apparaître encore. OK, je l'ai fait disparaître. Dans le fond, une des premières informations, c'est l'origine, évidemment, du vêtement, hein, d'où ça provient, ce vêtement-là comme tel, quelle est la compagnie qui l'a fabriqué. Une autre information, c'est le modèle. Quel modèle est-ce que j'ai en main? Disons, les mots ISO 11611, année 2015, ça doit apparaître sur mon étiquette comme telle. Puis là, juste en bas, vous allez voir que c'est marqué classe 1. Donc, ce serait, pour ce vêtement-là, en fait, c'est un classe 1, mais ça aurait pu être aussi marqué un classe 2, tout simplement. Ensuite de ça, vous avez comme une espèce de pictogramme aussi de soudage qui doit apparaître sur l'étiquette du fabricant aussi. Lorsque c'est un classe 1, les lignes sont en noir sur un fond blanc.
Puis quand c'est un classe 2, c'est le contraire tout simplement. Alors, le fond est noir et les lignes sont blanches. Une autre information qui devrait apparaître, c'est pour quelle grandeur ce vêtement-là il est conçu. Donc là, à ce moment-là, si je regarde un peu cette étiquette-là, donc au niveau de la hauteur totale, ben, ça serait pour une personne qui mesure entre 176 et 182 cm. Et pour l'autre petit chiffre, en fait, c'est la hauteur de la longueur des jambes à partir de la taille. Donc, 100 cm jusqu'à peu près 108 cm, ce qui fait en sorte que ça fait un vêtement de taille large, grand. Donc, OK. Une autre information, ben, c'est les informations du fabricant, donc comme une espèce de manuel d'instruction jusqu'à un certain point. Donc, voilà. Puis, le dernier point, ben, un des derniers points, c'est le fait qu'on a l'information sur l'entretien. Donc, à comment laver, tout ça. Comme par exemple, cette étiquette-là m'indique que j'ai besoin de laver à peu près à 60 degrés C, que je peux repasser, etc., etc. Donc, il faut regarder évidemment les pictogrammes pour savoir à quoi s'en tenir comme tel. Et la dernière information, c'est l'identification de l'organisme de certification. Donc, c'est bien beau de pouvoir mettre des appellations sur une étiquette. Encore faut-il que ce soit vérifié comme tel, un peu comme Fatim l'a dit avec différents organismes de certification comme tel. Et donc, dans le fond, cette étiquette-là, elle n'a pas besoin d'avoir toute la façon de faire comme c'est listé dans cette étiquette-là, pourvu que tous les points dont je viens parler puissent apparaître sur l'étiquette, c'est ça le point important. Et donc, si je regarde un vêtement puis que je regarde que toutes ces informations-là apparaissent sur l'étiquette, bien là, je suis confiante de me dire, bien, j'ai entre les mains un vêtement qui est approuvé et qui est certifié et qui va bien protéger mon travailleur. Donc, il y avait aussi sur l'étiquette en bas de notice les directives pour l'entretien de ce vêtement-là, qui est le troisième volet de la norme, en fait. J'ai un tissu adéquat, j'ai un tissu qui est bien confectionné, et ensuite, bien, une fois que je l'ai acheté, ce vêtement-là, il faut que je l'entretienne de manière adéquate pour qu'il garde ses propriétés, pour ne pas endommager le tissu et donc exposer le travailleur au risque. Sur l'étiquette, Caroline mentionnait l'organisme de certification, Fatim l'a soulevé aussi. On voit souvent des logos BNQ, CE. Qu'est-ce que ça veut dire, ces logos-là, Caroline? C'est ça. En fait, le logo BNQ, c'est une assurance, dans le fond, qui fait en sorte que ce vêtement-là, il a vraiment été testé. L'organisme, le BNQ, dans le fond, c'est le Bureau de normalisation du Québec. Donc, lorsqu'il vient mettre son espèce de sceau, ou pas un sceau, mais un pictogramme comme tel sur le vêtement, c'est parce que le BNQ est allé à l'endroit de fabrication. Ils sont allés voir qu'est-ce qui se passait avec ce vêtement-là, de quelle façon il a été fabriqué, est-ce que toutes les exigences de la norme étaient bien rencontrées, donc tous les tests étaient passés à travers, tout ça. Donc, ça vient certifier que le vêtement est vraiment ISO 11611 année 2015. Donc, avec ça, on est bien content, on est satisfait, on est sûr que le vêtement va bien protéger comme tel. Par contre, dans l'industrie, il n'y a pas juste le BNQ qui pourrait être présent comme appellation, comme pictogramme aussi. Il y aurait du côté européen. Si on achète, par exemple, on a une usine, puis on achète des vêtements européens, bien, ces vêtements-là peuvent aussi avoir une certaine certification. Comme là apparaît le CE1234, c'est simplement pour dire que l'organisme, le numéro de l'organisation qui a certifié le vêtement, ben, c'est tel numéro. Et puis, dans le fond, il y a une traçabilité aussi qui est possible. Donc, lorsque je vois le BNQ ou CE avec 4 chiffres, ben là, je suis assurée que mon vêtement est bel et bien approuvé. Ensuite de ça, au niveau du BNQ, ce qu'on pourrait dire de plus, c'est que moi, je vous invite en fait à aller voir sur le site du BNQ pour voir s'il y a des entreprises qui sont certifiées du côté du Québec.
Et puis, à ce titre-là, j'ai même vérifié hier là, pour voir s'il n'y en avait pas d'autres comme tels dans le collimateur qui sont en train de se faire certifier et qui auraient apparu dans les entreprises certifiées. Mais à date, il y en a 2. Donc, il y a au niveau du lac Saint-Jean, il y a Équipement Saguenay, puis après ça, du côté de la Chine, j'ai Suzu Mora Clothing Manufacturing. Donc, ces vêtements-là sont vendus ici, au Québec. Donc, il y a maintenant, dans le fond, des vêtements qui sont approuvés BNQ et qui sont disponibles sur les marchés québécois. Donc, chose qu'on n'avait pas en 2018. Il faut dire aussi qu'il y a d'autres entreprises qui sont dans la voie pour être certifiées BNQ. Donc, je vous invite, dans le fond, d'aller voir une fois de temps en temps sur le site du BNQ si ça vous intéresse pour savoir si vous cherchez des vêtements, pour aller voir s'il y a d'autres entreprises certifiées qui pourraient y apparaître, tout simplement. On a vu jusqu'à maintenant, vous aurez compris qu'on doit fournir des vêtements appropriés pour les travaux de soudure et les travaux connexes. Mais Fatim, je te relançais la question en demandant, est-ce que ces vêtements-là de protection pour les soudeurs doivent être fournis gratuitement par l'employeur? Je vais faire une petite question sondage avant que tu nous apportes les précisions, la réponse. Et on voit là, que les réponses rentrent vite, vite, vite. On voit qu'une grande majorité de nos participants là, disent oui, qu'effectivement, les vêtements doivent être fournis gratuitement. Donc, je vais arrêter le sondage. Je vous montre les résultats. Vous voyez qu'il y a une tendance très forte au niveau du oui. Qu'en est-il, Fatim? Oui, donc nos participants ont raison pour majoritairement, oui, c'est à l'employeur de fournir gratuitement ces équipements-là de protection, donc les vêtements de protection. C'est des obligations qui sont très claires, là, qui apparaissent très clairement dans la loi sur la santé et la sécurité du travail. Donc, quand on regarde la loi, ça dit que l'employeur doit fournir gratuitement aux travailleurs les équipements de protection. Donc, le vêtement de protection est un équipement de protection en tant que tel. Donc, le vêtement doit être approprié à la nature de sa tâche, comme on l'a mentionné plus tôt. Dans ce cas-ci, on parle de travaux de soudure, donc un vêtement de protection approprié pour cette tâche-là. L'employeur a aussi l'obligation de s'assurer que les travailleurs les portent, que ces vêtements-là aussi sont maintenus en bon état. Ça fait partie des obligations de l'employeur qu'on retrouve clairement indiquées dans la loi pour la notion de gratuité, puis on le retrouve aussi dans le règlement sur la santé et la sécurité du travail. Donc, ça définit clairement les obligations de l'employeur, mais qu'en est-il du travailleur? Le travailleur aussi a des obligations. Donc, l'article 51, comme je l'ai mentionné, c'est les obligations de l'employeur. Mais si on regarde la loi, il y a aussi un article 49 là, qui vient donner les obligations du travailleur. Puis parmi celles-ci, on retrouve une obligation de prendre des mesures qui sont nécessaires pour protéger sa propre santé et sa sécurité, son intégrité physique. Donc, ce que ça veut dire en d'autres termes, c'est que l'employeur, lui, il vous fournit comme travailleur le vêtement de protection qui est approprié à la tâche du travailleur, mais le travailleur, il a l'obligation de porter ces vêtements de protection-là, donc pour assurer lui-même sa propre sécurité. Ça aussi, on le retrouve clairement dans la loi sur la santé et la sécurité du travail. Excellent. Donc, une autre petite question sondage pour vous. On entend souvent parler des vêtements 100% coton pour les soudeurs, dont le jeans et autres qui est utilisé. Est-ce que le vêtement 100% coton les vêtements satisfont aux exigences? Donc, on a vu qu'est-ce qu'était un vêtement approprié. Donc, oui, le vêtement 100% coton répond non, je ne sais pas. Ici aussi, vous êtes assez sûr de vos réponses, ça répond très vite et c'est nettement, ça penche nettement vers le non. Quelques secondes encore. Donc, je vous partage les résultats. Donc, Caroline, est-ce que le 100% coton, il est approprié? Bien, effectivement, non. Donc, je suis contente de voir que la plupart d'entre vous, justement, ont répondu la bonne réponse. C'est agréable. Ben, c'est ça, en fait, 100% coton, ça ne rencontre pas les exigences, en fait, parce que dans le fond, on veut un vêtement qui va nous protéger contre les étincelles, contre l'embrasement comme tel, le 100% coton. Ben, il n'y a pas passé tous ces tests-là que la norme l'exige. Donc, ça ne rencontre pas les exigences. C'est pour ça qu'on voit aussi souvent des soudeurs avec des vêtements percés. Bien, si le vêtement perce, c'est qu'il ne rencontre pas l'exigence de résister aux projections.
Autre petite question sondage, est-ce que les vêtements conçus selon les exigences de la NFPA 2112, donc qui est une norme sur la résistance à la flamme des vêtements de protection de courte durée, je vous fais grâce du nom complet en anglais, est-ce que ces vêtements-là rencontrent les exigences pour en faire un vêtement approprié? Encore là, oui, non, je ne sais pas. Là, c'est partagé. Une partie, on ne sait pas, une partie non. Un peu de oui que ça rencontre. Quelques secondes encore. Et je vais arrêter le sondage. Ça ne sera pas long. Je le souris. Voilà. Donc, c'est assez partagé. Est-ce que ça rencontre ou pas, Caroline? Bien, effectivement, ce n'est pas une norme qui peut faire en sorte qu'on va remplacer notre ISO 11611. Là. Ça ne fonctionne pas pour la NFPA 2112. Parce que dans le fond, cette norme-là, elle est conçue pour un vêtement qui pourrait résister à mettons, si j'avais dans un, parce qu'on appelle ça un flash fire là, en anglais, là, comme tel. Donc, mettons que j'ai de la poussière sur moi ou encore il y a comme une espèce de nuage de vapeur qui est à proximité de moi. Donc, ça fait comme, dans le fond, un incendie rapide et fulgurant comme tel. Mais ça disparaît rapidement. OK? Donc, dans le fond, c'est pour ça qu'on rajoute dans le nom de la norme pour une courte durée. Tandis que quand on regarde un soudeur, c'est bien de valeur. Lui, ce n'est pas une courte durée, c'est toute la journée à laquelle il est soumis aux étincelles, au rayonnement, au risque d'électrisation. Donc, tous ces événements-là ne sont pas pris en considération avec la norme NFPA 2112. Donc, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Excellent. Merci. Donc, vous voyez que le vêtement de protection pour les soudeurs doit couvrir un grand nombre de risques qui tournent beaucoup alentour des flammes, bien évidemment. Donc, ils doivent rencontrer des critères particuliers là, de performance pour s'assurer qu'ils sont appropriés, tant au niveau des tissus que de la confection. Hein. Quand on vous présentait l'étiquette, on a mentionné la grandeur. Il y a une raison que la grandeur est importante parce qu'on ne veut pas que les gens roulent les manches ou au niveau des jambes parce que ça ferait des gouttières où les particules pourraient s'emmagasiner, se ramasser. Donc, tous ces détails-là sont importants. Même chose au niveau des coutures de bandes réfléchissantes. Ça, il y a beaucoup de détails dans la norme pour venir définir le vêtement approprié que l'employeur doit fournir gratuitement et que le travailleur doit porter. Donc, c'est les grandes lignes de la présentation. On a du temps, donc je vais vous envoyer des questions en rafale, mesdames, qui sont sorties là, dans les questions-réponses. Caroline, d'abord, si j'ai un trou dans mon vêtement, est-ce que je peux le réparer avec du fil ordinaire, par exemple? Bien, la réponse est non, parce qu'à ce moment-là, on perd un peu l'approbation qu'on avait initialement. Donc, il faut vraiment le réparer avec un fil qui va être approprié pour cette application-là. On pourrait retrouver un peu d'informations peut-être à ce niveau-là dans le manuel d'instruction du fabricant. Donc, on comprend que la norme ISO permet la réparation, mais qu'il y a des critères de performance à rencontrer. Excellent. Et je rajouterais que normalement, il y a moins de réparations parce que, comme Caroline le mentionnait, parmi les tests, on fait des tests au niveau de la déchirure. C'est un tissu qui résiste mieux, qui résiste aux particules, donc il va percer moins, donc il s'endommage moins en partant, mais il peut être réparé si on le fait de façon adéquate. Fatime, maintenant, est-ce que la norme ISO dont on a parlé, est-ce que c'est une recommandation ou bien c'est une loi écrite? La norme ISO, lorsqu'on regarde notre réglementation, disons le RSST, elle n'apparaît pas textuellement dans le règlement. Comme je l'ai mentionné, dans le règlement, ce qu'on a, c'est l'article 345 qui vient nous dire qu'il faut que le vêtement soit approprié lorsqu'on est exposé à des objets chauds, des éclaboussures de métal en fusion. Donc, ces risques-là sont présents lorsqu'on fait des travaux de soudure. Puis, comme je pense que ça a été mentionné en début de présentation, la CNESST a mené des travaux là, il y a quelques années de recherche. Donc, en se basant sur les lésions accidentelles, les vêtements qui étaient disponibles dans les milieux de travail, les normes existantes. Puis, c'est suite à ces recherches-là qu'il y a eu un positionnement de la CNESST pour dire que le vêtement qui est approprié là pour protéger le travailleur lorsqu'on fait des travaux de soudure, c'est le vêtement qui est conforme à la norme ISO 11611. Donc, c'est via 345 qu'on vient demander un vêtement qui est conforme à la norme ISO 11611.
Donc, on n'a pas besoin d'avoir le terme ISO qui apparaît dans le règlement, puisqu'en fait, c'est le mot approprié qui vient chapeauter tout ça. Exactement. Puis la recherche a été faite, là, exactement. Okay. Caroline, est-ce que sur TBC, on a vu une combinaison, le vêtement sous forme de combinaison, est-ce que ça pourrait être plutôt une chemise et un pantalon? Oui, effectivement, ça pourrait être le cas. Ça pourrait être une chemise, ça pourrait être une veste et pantalon. Donc, les deux morceaux sont appropriés, il n'y a pas de problème, ou encore la combinaison, comme on a vu. OK, merci. Fatim, je reviens sur la question du BNQ. Là. Il y a plusieurs questions dans le Q&A qui tournent alentour de la normalisation, tout ça. Est-ce que c'est obligatoire que le vêtement soit certifié par le Bureau national au Québec? Là, au Québec. Exact. En fait, comme on l'a dit, le BNQ, c'est un bureau de normalisation. Donc, c'est un organisme agréé qui a établi un protocole de certification pour les vêtements ISO. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en ayant une certification par un organisme tel que le BNQ, ça nous garantit que le vêtement est conforme aux prescriptions de la norme. Donc, lorsqu'on a l'étiquette avec BNQ, ben, dans le fond, on est rassuré là, que le vêtement a été conçu selon ce qui est exigé dans la norme. Si on n'a pas cette certification-là, ce que ça signifie, c'est que dans le fond, le fardeau là, de venir démontrer que le vêtement il répond aux exigences de la norme, il va être sur l'employeur, dans le fond, de démontrer que le vêtement il va offrir une sécurité équivalente à celle que le vêtement conforme à la norme offre. Donc, finalement, nous prouver que le vêtement répond à toutes les prescriptions qui sont établies dans la norme. Dans le fond, avoir la certification, c'est une garantie, puis c'est plus facile finalement pour tout le monde parce qu'à la lecture, mais dans le fond, on se dit, ben, il y a un organisme indépendant qui s'est prononcé, puis que ce vêtement-là, ben, il est conforme à ISO 11611. C'est vraiment la différence à faire. Donc, en fait, ça permet de dire, ça permet à l'employeur de s'assurer que quand il fournit ce vêtement-là, il est approprié parce que c'est un organisme externe qui est certifié pour faire ça, qui a mis comme son sceau d'approbation. Exactement, c'est vraiment Tandis ça. que sinon, l'employeur est obligé c'est lui qui est obligé de définir ça approprié, puis de faire les tests, puis de justifier que le vêtement est approprié. Exactement, donc de faire la démonstration, là. Excellent. Je vais peut-être rajouter un élément là-dessus. Quand les guides ont été préparés par la CNSST, il y avait aussi un souci qu'il y ait des vêtements québécois qui soient disponibles. Donc, il y a un organisme de certification, entre autres en Europe, Caroline en a parlé, qui certifie des vêtements selon la norme, selon les critères européens qui sont les mêmes, c'est la même norme ISO, mais les vêtements sont européens, sont certifiés en Europe. Donc, on peut les importer au Québec, on peut les acheter, mais ce n'est pas des vêtements québécois, donc on privilégie l'achat local, notre panier bleu. Donc, c'est pour ça que le BNQ avait été sollicité pour participer à ça, pour qu'on puisse avoir des fabricants de tissus québécois qui font approuver leurs tissus, après des fabricants de vêtements québécois qui font approuver leurs vêtements et avoir sur le marché québécois des vêtements québécois, finalement. Donc, c'était mon aparté sur ça. Caroline, une question qui revient aussi, c'est au niveau des classes 1 et 2. Donc, est-ce que je pourrais choisir classe 1 et 2 à ma discrétion? Ben non, vraiment pas, parce qu'en fait, ça dépend vraiment du procédé. C'est comme ça qu'on va clarifier le choix. Est-ce que j'ai besoin d'un classe 1 ou un classe 2 avec les informations que j'ai données tantôt qui apparaissent dans les guides, mais qui apparaissent aussi dans la norme CSA, là, la W117.2. Excellent. Et les travaux de soudage génèrent de la chaleur. Quand c'est l'été avec les contraintes thermiques qui commence à faire chaud, est-ce que je pourrais à ce moment-là dire je vais prendre un classe 1 parce qu'il est plus léger? Bien, théoriquement, non, parce que dans le fond, il faut y aller avec l'analyse de risque, dans le fond, qu'on a fait. Puis l'analyse de risque dit, OK, ben, j'ai besoin d'un classe 2 pour ce procédé-là, donc j'utilise un classe 2 pour me protéger contre le risque d'embrasement de mon vêtement. Puis au niveau des contraintes thermiques, ben, c'est peut-être de les gérer avec les moyens qu'on peut avoir, là, avec le nombre de pauses, tout ça, le fait de boire des liquides, etc., etc. Donc, une gestion appropriée des contraintes thermiques. Comme par exemple, je pourrais regrouper tous les types de soudage ou les points de soudage qui me demandent du classe 2
plus tôt le matin avant les grandes chaleurs, ça, réorganiser un peu le travail, là, ça ferait partie de mon analyse de risque là, pour gérer les deux risques en même temps. Fatim, je reviens à la norme ISO, qui semble être un défi pour plusieurs. À partir de quelle date est-ce que la norme ISO, elle est applicable? En fait, c'est déjà applicable parce que, comme je mentionnais, la conformité des vêtements de protection pour le soudage à la norme ISO est mise de l'avant par la Commission depuis quand même de nombreuses années. On a parlé des 2 guides qui ont été publiés en 2018-2019, donc l'information y était déjà indiquée dans ces guides-là. Par la suite, il y a eu un article dans la revue Prévention au travail qui venait parler de ça. C'est une revue de la Commission. Puis, sur notre site Internet aussi, l'information est là-dedans. On a une page sur les équipements de protection individuelle. Puis, lorsqu'on regarde pour les vêtements de protection, pour les travaux de soudage, là, on parle de la norme ISO. Donc, l'information, elle est connue, elle est publicisée par la CNESST depuis quand même quelques temps, puis elle est applicable là déjà. Déjà, merci. J'ai un vêtement qui est conforme. Si je nettoie mes vêtements à la maison, est-ce que c'est correct? Caroline? Bien, c'est ça, c'est parce qu'en principe, là, on ne l'a pas vu en détail, là, tous les principes de lavage et tout ça, mais c'est ça, c'est qu'à travers les bonnes façons de faire pour le lavage, il y a aussi le comptage du nombre de lavages qui devrait être fait. Donc, déjà, il faut avoir les bons savons, les bons assouplisseurs. Est-ce qu'on en met, on n'en met pas, etc. Puis ensuite de ça, il faut compter les lavages. Donc, si on fait ça à la maison, c'est comme très ardu là, que ce soit bien contrôlé comme tel. Donc, je vous dirais que c'est difficile. Donc, avec ce que tu me dis, ça me dit que quand vient le temps de choisir un vêtement approprié, ce n'est pas juste le vêtement lui-même qu'il faut regarder, mais c'est comment je vais gérer tout son entretien, son nettoyage, le nombre d'exemplaires que je vais donner aux travailleurs, etc. Oui. Donc, c'est l'ensemble de l'œuvre. Aussi, si je le porte plusieurs jours, ce vêtement-là, sans le laver, est-ce que c'est correct? Caroline? Bien, ça pourrait être correct, là, mais dans le fond, il faut avoir aussi un vêtement qui est relativement propre là, comme tel. Donc, s'il devient comme souillé avec, je ne sais pas moi, de l'huile, avec de la graisse, avec des choses comme ça, bien, c'est tous des produits qui peuvent augmenter quand même le risque comme tel. Donc, oui, on laisse une certaine latitude là, comme tel aux travailleurs puis à l'employeur là, pour gérer ça, mais il ne faut pas non plus exagérer d'un autre côté. Là. C'est bon. Tu l'as soulevé un petit peu tout à l'heure, Caroline, mais je vais envoyer la question à Fatim. Par exemple, je travaille dans un centre de formation professionnelle. Est-ce que je dois fournir des vêtements de protection à mes professeurs? Les professeurs étant des travailleurs, donc s'ils sont exposés à ce risque-là, donc le risque pour les objets chauds, les brûlures, parce qu'ils sont à côté ou ils effectuent parfois de la démonstration en soudage pour les travailleurs, bien, ça demande la responsabilité des employeurs de leur fournir les équipements parce qu'on parle de travailleurs là, qui sont à l'emploi d'un centre de formation professionnelle. Donc, la réglementation qu'on a parlé s'applique également à tous les travailleurs. Lorsqu'ils sont professeurs, c'est le cas aussi. Excellent. Donc, on pourrait faire le même parallèle, je dirais, avec les superviseurs qui ne sont pas soudeurs, mais qui sont exposés aussi. Donc, on pourrait revenir un peu à ce que Caroline disait au début, il y a la distance, il y a les écrans, mais dans certains cas, s'ils se rapprochent, il y a un questionnement à se poser aussi. Est-ce qu'ils ont besoin, eux aussi, de vêtements de protection? Exactement. Ouais. On mentionnait aussi pour le travail à chaud, les guetteurs, eux aussi, c'est la même chose. S'ils sont dans la zone d'exposition au risque, il faut les gérer de la même façon. C'est-à-dire, est-ce qu'on les protège avec des écrans ou on les protège avec des vêtements? Il y a plusieurs pistes où on les éloigne. Donc, il y a plusieurs façons de contrôler ce risque-là, mais il faut qu'il soit contrôlé pour les travailleurs de façon adéquate. Je vous rappelle que les guides sont disponibles sur Internet. Fatim, je ne sais pas si tu veux dire un mot sur les 2 guides. Oui, exactement. Donc, il y a 2 guides publiés par la Commission, comme je disais, 2018-2019, en collaboration avec les 2 ASP, donc Multiprévention puis l'ASFETEM. Puis le premier guide est plus adressé aux employeurs travailleurs. Le deuxième s'adresse plus aux acheteurs fabricants. Mais les 2 guides sont disponibles sur notre site Internet. Donc, par une recherche rapide, par exemple, sur Google, avec les numéros de référence indiqués dans la présentation, vous allez tomber là-dessus. Puis, ça donne, dans le fond, toute l'information qu'on vous a donnée aujourd'hui dans le webinaire est inscrite dans ces 2 guides-là.
Excellent. Bien, merci beaucoup à vous deux, Caroline, Fatim, pour cette présentation. J'espère que ça a répondu à plusieurs de vos questions. Je vous rappelle que nous ne donnerons pas la présentation PowerPoint puisque les deux guides en question répondent à bien des questionnements. Mais par contre, la vidéo de la présentation d'aujourd'hui va être disponible incessamment là, sur le site de Multiprévention et celui de la CIFET si vous avez des questions. On a aussi mis dans le chat, on a triché, nous, on a mis quelque chose dans le chat. Donc, vous avez un lien pour répondre à un sondage d'appréciation de la présentation. Donc, si vous aviez quelques minutes, on apprécierait beaucoup parce que ça nous permet, nous, de nous améliorer de fois en fois. Alors, sur ce, je vous souhaite un bon après-midi et merci d'avoir participé à notre présentation. Merci.